One question that I ask every potential volunteer who wants to crew with us is, are you willing to risk your life to protect a whale? And if they say no, then we don't want them. And some people might think that that's asking too much. But you know, in a world where people aren't afraid to risk their life and kill people over the protection of real estate and oil wells, I think that it's far more of a noble endeavor to risk your life to protect an endangered species or habitat. So it's just really a question of values. So I think that that's a pretty fair question. Now, the other thing is that we're criticized all the time, people saying, well, your crew are unprofessionals, or they're incompetent, or they're inexperienced. And yes, they are. But you know, they have something that professionals don't have, and that's passion. And I could not pay professionals to do the things that my volunteer crew do out there, the risks that they take. And I took some comfort from the editorials and letters to the editor of the London Times in 1911 when Ernest Shackleton was accused of the same thing, when they said that his crew were inexperienced and non-professional. And Shackleton's answer was, you know, I don't want professionals, I want men of passion. And that's exactly my sentiments with regard to picking our crew. J'ai rencontré le capitaine Paul Watson à Paris en 2005, et ce jour-là a changé ma vie, parce que pour la première fois, j'ai entendu un discours qui collait exactement à ma vision du monde. Et surtout, il y avait les actes qui suivaient. Donc j'ai été voir Paul et je lui ai dit que j'avais envie d'embarquer avec lui, et ce qu'il fallait que je fasse pour ça. Il m'a posé une question très simple, qu'on pose aujourd'hui encore dans les formulaires de candidature pour rejoindre Sea Shepherd, c'est: est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine? Donc moi, j'avais jamais vu de baleine de ma vie, mais je connaissais la réponse. Et quelques mois plus tard, j'étais sur un bateau de Sea Shepherd pour aller en Antarctique sur ma première mission. Et c'est dans ce contexte-là, dans le sanctuaire baleinier antarctique, que j'ai vu mes premières baleines, que j'ai vu leur souffle au loin, avec toute l'émotion que ça peut provoquer, surtout dans ce contexte particulier où on savait qu'elles étaient en train de fuir des braconniers. Puisque le sanctuaire baleinier antarctique, au bout du monde, est quand même violé chaque année par la flotte baleinière japonaise. Et malheureusement, Sea Shepherd est la seule entité présente sur place pour empêcher les massacres. Pendant plus de 12 ans, c'est ce qu'on a fait. Et lors de cette première mission, j'ai compris concrètement ce que ça voulait dire risquer sa vie pour une baleine. Le lendemain de Noël, on a eu un cadeau qui était assez extraordinaire, c'est qu'on a réussi à trouver le navire-usine, le Nishin Maru, qui est un navire qui fait 8000 tonnes, soit 10 fois plus gros que notre bateau à nous. Et ce jour-là, c'était un jour de tempête, avec des creux de plus de 8 mètres de haut. Et ce bateau fonçait droit sur nous. Paul Watson étant Paul Watson, il nous a dit: on ne bouge pas, on va lui barrer la route. Donc très clairement, nous on était sur un vieux bateau qui avait 50 ans d'âge, qui aurait coulé à pic si on avait été percuté. Comme on était loin et très isolé de tout, on pouvait compter sur le secours de personne. Et quand le premier officier est venu nous dire: tous en combi de sauvetage, collision dans 2 minutes, là je me suis dit: c'est vrai que signer des pétitions c'est quand même plus simple. Et dans le même temps, pas une seconde, j'ai eu envie d'être ailleurs que précisément là où j'étais. Je trouvais ça hallucinant, finalement, que 45 bénévoles issus de 23 pays différents, avec des profils très différents, mais tous animés par la passion et l'envie de changer les choses, soient finalement la seule force d'interposition contre la 3e puissance économique mondiale. Bon, si je suis là pour vous raconter ça, c'est que le capitaine du Nishin Maru a viré de bord à la dernière minute. Nous, ce qu'on a réussi à faire, finalement, c'est lui faire passer ce message. C'est que quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies pour des baleines, ça n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et on a eu l'occasion de leur démontrer plusieurs fois ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand j'ai rejoint Sea Shepherd sur cette première mission, ce que j'appréhendais le plus, finalement, c'était même pas de passer 2 mois dans les mers les plus dangereuses du monde, d'être opposé à une flotte de braconniers qui était beaucoup plus puissante que nous. Non, ce qui m'inquiétait, c'était qu'on allait être vegan pendant 2 mois. Moi, à l'époque, je mangeais de la viande et du poisson, même si, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré les animaux. Je n'avais pas forcément fait cette connexion à la fois éthique sur le fait qu'on massacre 70 milliards d'animaux par an pour se nourrir, et puis dans le même temps sur la question environnementale, qui est que la consommation de viande et de poisson
est la première cause de réchauffement climatique, première cause de pollution des nappes phréatiques, première cause de zones mortes dans l'océan, première cause de déforestation, première cause de pollution de l'eau et une importante cause aussi de faim dans le monde. C'est avec Sea Shepherd que j'ai découvert tout ça, mais j'ai surtout découvert cet univers culinaire vegan dont je n'avais pas idée. Et on avait une chef cuistot à l'époque, qui est toujours là d'ailleurs, très inventive et qui nous faisait des soirées à thème. Donc on avait la soirée indienne, italienne, japonaise. Et je me souviens que sur la soirée italienne, je me suis dit, ok, des pizzas sans viande, ça va encore, mais des pizzas sans fromage, ça va être compliqué quand même. Et pourtant, elle nous a servi, je me souviens très bien, 7 pizzas végétaliennes, toutes plus bonnes les unes que les autres. Je peux vous dire qu'en Antarctique, on ne peut pas se permettre d'avoir des carences quand on travaille 12 heures par jour sur le pont, à des températures proches de zéro. Donc voilà, il était possible de manger bien, bon et varié. Et ça, c'est quelque chose qui m'a servi par la suite et qui nous a servi notamment dans d'autres campagnes, notamment aux îles Féroé, qui est en fait un archipel volcanique rattaché au Danemark, un peu en dessous de l'Islande. Les îles Féroé se livrent chaque année à un massacre de dauphins globicéphales qu'on appelle le Grindadrap. Donc c'est environ 1500 dauphins qui sont massacrés chaque année. Leur argument, c'est la tradition. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que nous, on mange des dauphins, vous mangez bien des poulets, des vaches, des cochons. Donc c'est vrai que c'était pratique à ce niveau-là, au niveau de la cohérence, de leur expliquer que, en fait, non, on n'en mangeait pas. Mais justement, les îles Féroé, comme l'Antarctique, c'est des paradis terrestres qu'on arrive à transformer en enfer. Cette mission-là aux îles Féroé, en 2014 notamment, j'ai fait fabriquer en fait des petits bateaux en aluminium qu'on a envoyés là-bas avec une équipe. Et l'objectif était très simple, c'était de patrouiller dans l'archipel. Il y a 23 baies de chasse et il fallait trouver les dauphins avant que les Féringiens ne les trouvent et les rabattre vers le large. C'est des dauphins qui sont très faciles à driver, c'est d'ailleurs ce qui cause leur perte malheureusement, puisque quand ils les trouvent, ils les rabattent vers des baies de chasse et ils tuent les groupes entiers, donc plusieurs générations à la fois, il n'y a jamais de survivants. Et ce jour-là, en particulier, il s'est passé le pire qui pouvait se passer, c'est-à-dire qu'un groupe de dauphins, 80 dauphins, était venu se réfugier à l'intérieur d'un fjord parce qu'il y avait une tempête. Et il y avait beaucoup de petits avec eux, donc en général, c'est ce qu'ils font. Et dans ce fjord, la baie de chasse en fait était trop petite pour tuer le groupe. Donc les Féringiens avaient prévu d'attendre le lendemain, une accalmie météo, pour ensuite driver les dauphins dans une baie voisine. Donc on était face à un dilemme. Est-ce qu'on brave la tempête avec des petits bateaux qui font 6 mètres de long et on essaye de sauver ces dauphins, ou est-ce qu'on ne prend pas le risque et on laisse faire? On a envoyé les bateaux, ils sont arrivés dans le fjord et ils ont escorté les dauphins vers la pleine mer. Et ce jour-là, les Féringiens se sont sentis humiliés, parce qu'ils sont très fiers de leur île, ils sont très fiers de leur capacité de marins. C'est des descendants de vikings. Donc pour eux, ça a été un échec cuisant. Je suis passée à la radio quelques jours après pour leur expliquer que pour nous, il ne s'agissait pas d'une victoire contre eux, mais d'une victoire pour la vie. Et simplement, on était suffisamment passionnés, on a eu plus envie de sauver ces dauphins qu'ils n'ont eu envie de les tuer, et c'est ce qui a fait la différence. Donc aujourd'hui, on est en 2017, et à l'heure actuelle, on tue encore volontairement des baleines, des dauphins, qui sont des animaux charismatiques, avec un capital sympathie extraordinaire. Donc quand on pense à ça, on se dit qu'il va être compliqué de réussir à sauver des requins, qui ont cette image de mangeurs d'hommes, à tort, ou de sauver des thons ou des crevettes dont tout le monde se fiche éperdument. Et pourtant, quand les gens nous demandent finalement si les baleines disparaissent, très bien, c'est triste, mais qu'est-ce que ça va changer à ma vie? C'est simple en fait, si les baleines disparaissent, non seulement on aura désenchanté le monde, mais si les baleines disparaissent, on ne sauvera pas l'océan. Parce que si on ne sauve pas les baleines, on ne sauvera rien d'autre. Et un monde où l'océan est mort, c'est un monde sans nous. Donc si on ne sauve pas les baleines, on ne se sauvera pas nous-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre, on est dans un rapport à l'océan et surtout à la vie marine qui est un rapport d'exploitation, et notamment sur ce qui est des poissons, qu'on ne considère même pas comme des animaux, dont on se réfère en termes de tonnes, en termes de stock, alors qu'avant d'être des protéines dans l'assiette de n'importe qui, les poissons, la vie marine en général, sont d'abord des individus, des ouvriers essentiels de la machinerie océan, qui n'est
ni plus ni moins que la première machine de régulation du climat et la première source d'oxygène, puisqu'il y a plus d'une inspiration sur deux que je prends quand je vous parle, que je dois à la vie marine. Donc, ça nous amène à l'urgence de la situation. Les Nations Unies prédisent un effondrement des pêcheries commerciales d'ici à 2048, donc c'est demain. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est pas seulement qu'il n'y aura plus de choix de poissons au restaurant ou dans les poissonneries, ça veut dire que c'est la mort de l'océan. Donc c'est techniquement la fin de la civilisation humaine. Et pourtant, les médias sont très loin de relayer ça avec l'importance que ça mériterait, puisque un exemple emblématique, par exemple, qui est celui du thon rouge, le thon rouge a atteint des niveaux de population catastrophiques, notamment en 2010 et en 2011. Il y a 2 ans, une femelle thon rouge a été vendue 1,2 million de dollars sur le marché japonais, à Tokyo. Et quand les médias en parlent, ils en parlent comme d'un record de vitesse, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, mais presque de positif. Et pourtant, c'est un signal d'alarme dramatique, parce qu'un poisson qui atteint ce prix-là, c'est un poisson qui est presque condamné. Donc on est loin de prendre la mesure de l'enjeu, et il va falloir qu'on aille très très vite. Et le problème, c'est qu'on est dans une course contre la montre, et dans le même temps, quand on regarde le temps que prend la prise de conscience, et surtout le temps d'évolution des mentalités, et surtout des habitudes, on a tendance à se dire que c'est peut-être une cause perdue. Et pourtant, comme le dit Paul Watson, les causes perdues sont peut-être celles qui valent le plus qu'on se batte pour elles. Et nous, quand on regarde dans le rétroviseur de Sea Shepherd, qui a fêté ses 40 ans cette année, on voit des millions de vies sauvées, on voit beaucoup de batailles gagnées. Mais pour ce qui est de la guerre pour sauver l'océan, je ne sais pas si on va la gagner. Mais pour moi, l'essentiel, c'est en tout cas, pour ne pas avoir de regrets, pour être en paix, c'est de se dire qu'on aura tout fait pour. L'océan m'a appris l'humilité. Face à lui, je me suis sentie toute petite et c'est ce qui m'a le plus fait grandir. Et Sea Shepherd m'a appris que la vie n'est jamais aussi forte que quand on a trouvé une raison pour laquelle on est prêt à la risquer. Merci.